Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Question d'actu. Et comme vous le voyez, ce soir, nos studios se sont déplacés à Sétif, au niveau de l'université Farhad Abbas. Pourquoi? Eh bien, depuis dimanche se déroule la Semaine scientifique nationale dans sa deuxième édition. Une manifestation organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle se veut une opportunité pour faire connaître les talents et les idées innovantes des jeunes étudiants dans des secteurs stratégiques tels que la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé du citoyen. Des étudiants qui portent en eux le legs de leurs aïeux et qui espèrent leur rendre hommage pour leur sacrifice en cette veillée du 19 mai en mettant en avant leur potentiel et leur volonté de donner le meilleur d'eux-mêmes pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, il est question de repenser l'université algérienne, de laisser place à la science pour se préparer aux défis de demain. Cette manifestation verra l'organisation du premier concours de classement des établissements d'enseignement supérieur en Algérie en vue de les intégrer dans la course au classement mondial des universités. Le chantier est donc lancé, le but étant de se fixer des objectifs pragmatiques liés à la relation entre l'université et l'entreprise également, à la recherche appliquée et à l'amélioration générale du niveau de formation pour mettre tout cela au service, bien sûr, du développement socio-économique du pays. Et pour parler de tout cela, nous accueillons ce soir professeur Mohamed El Hadi Latarache. Bonsoir. Bonsoir à vous, C'est plutôt madame. vous qui nous accueillez. Vous êtes le recteur de l'université Farhat Abbas, Vous êtes chez vous, madame. Merci, Bienvenue. merci pour cet accueil. Merci. Monsieur ou professeur Morad Preur, expert en énergie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir avec nous. Professeur Touil Boukoffa Chefia, bonsoir. Vous êtes la directrice du laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire et responsable de l'équipe cytokine et no synthèse. Vous me corrigez si c'est faux. À la faculté des sciences biologiques, l'USCHB Babzouara Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Et puis, professeur Hodil Madani, vous êtes le directeur du Centre national de recherche en technologie agroalimentaire à l'université de Béjaïa. Bonsoir et merci d'être là ce soir avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, on va commencer par présenter d'abord cette manifestation qui est dans sa deuxième édition. Elle s'est tenue la première fois à Alger. Ce soir, ou cette fois-ci, la semaine de l'université se tient à Sétif. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui que de manifestations culturelles, sportives, scientifiques. Il s'agit derrière tout cela de donner une véritable visibilité à l'université algérienne, au potentiel des étudiants algériens, professeur Latarache. Merci. Vous le dites si bien, madame. Le secteur de l'enseignement supérieur est riche maintenant je ne parle pas des effectifs de 1 700 000 étudiants, de 70 000 enseignants et plus, de plusieurs milliers de chercheurs et tout ça. Le système d'enseignement supérieur dispose de potentialités réelles, de force qui peut mettre à disposition des préoccupations importantes du pays, de la nation. Depuis une année, le système de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a décidé de lancer cette idée de semaine scientifique dont l'objectif vise d'abord à rendre visible le potentiel dont je parlais. L'objectif consiste à mettre de l'émulation entre les établissements, entre les enseignants, entre les chercheurs et les étudiants pour booster la démarche vers l'excellence et vers la visibilité nationale et internationale. Donc, ces semaines scientifiques veulent chevaucher sur les vagues des préoccupations nationales stratégiques. La première édition, ça a été le numérique. C'était l'année passée à Alger 1. C'était le numérique dans tous ses états. Les implications du numérique dans l'enseignement, dans l'économie, dans la médecine, etc. Cette année, ce sont 3 préoccupations majeures. C'est la sécurité énergétique et combien elle est importante, c'est la sécurité alimentaire, c'est la santé du citoyen ou la sécurité sanitaire. Vous savez ce que c'est, quelle est l'importance, ce que nous avons vécu, ce que tous les pays du monde ont vécu maintenant durant cette pandémie où tout le monde, tous les pays du monde ont compris l'importance du compter sur soi. Toutes les vertus de la mondialisation ont connu des limites
Et lorsqu'on a assisté à des actes de piraterie où des pays très grands Ça a ont bouleversé tous détourné, les équilibres. tout le monde se dit il vaut mieux avoir un fonds chez soi, on peut compter sur ce que nous pouvons avoir. Donc maintenant, c'est de dire que finalement l'université peut assumer sa responsabilité sociale et sociétale autour de thèmes majeurs. Cette année, donc, ce sont ces 3 thèmes. L'année prochaine, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, lors de son discours de clôture, va annoncer le lieu et les thématiques de l'année prochaine. Donc oui, l'université vit sa société, l'université peut contribuer pour trouver des solutions à ces problématiques qui sont très importantes, pas seulement pour notre pays, mais pour l'humanité. Est-ce que la Terre pourra fournir l'énergie? Est-ce que la Terre pourra fournir l'alimentation, l'eau? Est-ce que la Terre pourra soigner ses habitants d'ici les décennies qui viennent? Donc c'est ça un peu les principaux objectifs, c'est de mettre aussi la compétitivité et l'esprit du concours. Vous avez parlé, le nouveau cette année, c'est par exemple les activités sportives et culturelles. Plus de 40 000 étudiants ont participé aux éliminatoires. Plus d'une centaine d'établissements pour les stands des clubs scientifiques, pour les activités sportives. Ça s'est déroulé sur plusieurs mois au niveau national. Et ce que vous voyez ici pendant la semaine, c'est ceux qui ont été sélectionnés. Alors vous le disiez, hein, l'université doit jouer un rôle sociétal, l'université aussi doit trouver des solutions pour les défis de demain. Vous avez cité les secteurs stratégiques, les défis de l'heure aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui de se hisser au niveau mondial, de s'ouvrir plus sur l'international et aussi de partager ses expériences et qu'il y ait un retour et un échange avec d'autres pays. On a tendance à dire que l'université algérienne est un peu renfermée sur elle-même. Aujourd'hui, nous devons nous ouvrir davantage. Professeur Touil. Elle n'est pas si renfermée que ça, puisque donc, beaucoup d'équipes de recherche travaillent en collaboration. Des fois, elles sont personnelles, mais beaucoup sont institutionnalisées. Hein. Donc on peut citer les grandes conventions, les accords programmes Prima, les accords programmes aussi dans le cadre avec la France, donc du CMEP, également avec les pays voisins, la Tunisie. Donc on ne peut pas dire qu'on est renfermé sur nous. On parle peut-être plus alors du problème de la mobilité du chercheur, on en discutera peut-être tout à l'heure. Sur le plan de la logistique, peut-être à ce niveau-là. Mais je crois que on a atteint quand même, puisque l'Algérie quand même, je pense, si on voit, en tout cas, moi je me réfère à l'université où je travaille, et si on voit la qualité donc des publications, je crois que le niveau a été atteint sur le plan international. Hein. L'Université des sciences et des technologies de Bebzoar apparaît aussi parmi les classements. On reconnaît la formation des ingénieurs. Oui, on en parlait tout à l'heure avec le professeur Khodr Medani. Effectivement, depuis, vous avez dit, vous-même, vous avez fait donc une conférence dans ce sens, depuis 2005. C'est-à-dire qu'on a observé qu'il y a une exponentielle de la production scientifique qui est apparue à partir de 2005-2006. Pour quelle raison? Parce que notre secteur, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a placé une direction, c'est la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, qui a un petit peu arrangé les choses de telle façon que le scientifique algérien rayonne. Et depuis maintenant, le nombre de publications de rang A varie entre 90 000 publications à 100 000 publications, ce qui est un score quand même très très correct. Mais sont-ils réellement visibles? Ils sont très visibles. Je parle de la catégorie A, ça veut dire c'est les publications qui sont placées dans le Web of Science, et le Web of Science, c'est l'excellence mondiale. Alors nous avons, professeur Medani, avec vous, vous représentez un peu le secteur alimentaire, la sécurité alimentaire, la santé avec vous, professeur Touil. Et professeur Preur, aujourd'hui, la question de la sécurité énergétique se pose plus que jamais. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau mondial, on parle beaucoup de cette transition énergétique. Quel peut être l'apport de l'université algérienne ? En fait, d'abord, j'ai été agréablement surpris par cette initiative de l'université algérienne et qu'il faut féliciter. J'appartiens à un secteur qui est fortement, de par le monde, articulé à l'université et à la recherche. L'université qui fournit l'expertise
mais qui aussi assume une part importante de l'effort de recherche fondamentale qui permet les innovations de rupture. Et donc, j'avais toujours, dans mes interventions, souhaité que notre université soutienne le secteur énergétique et qu'elle-même bénéficie de son soutien. Et en fait, ce dont nous avons parlé aujourd'hui était d'une extrême importance, à savoir la sécurisation des équilibres énergétiques nationaux à long terme. Sortir du modèle rentier, opérer avec succès la transition énergétique. Nous avons aussi parlé du nucléaire, d'un nouveau paradigme énergétique qui sera nécessité par une croissance forte de l'économie algérienne. On parle toujours un peu... doit être placé à un niveau de croissance économique de 10% et dire qu'est-ce qu'il nous faut comme énergie pour soutenir une croissance économique de 10%. On parle toujours un peu au futur, l'université doit faire ceci, doit faire cela, doit s'adapter aux défis de demain. Les défis de demain se posent aujourd'hui, hein. C'est tout de suite. Quelle est la marge de manœuvre que nous avons pour nous adapter aux défis de demain et pouvoir sécuriser justement nos besoins? Madame, c'est une question extrêmement importante, évidemment. La réactivité d'un système important, grand et complexe. Un pays doit faire face à des défis multiples et qui interagissent et qui agissent et qui font intervenir les différents pans de la société. Et il faut évidemment travailler sur l'ensemble des vecteurs technologiques, mais aussi sociétaux, mais aussi de gouvernance. Donc une visibilité. Le monde se projette dans les 50 années qui viennent. Oui. Les défis du développement durable, ce que sera la planète dans 50 ans, ça se joue maintenant. Absolument. Et on doit travailler maintenant sur ces défis. L'université algérienne, à travers son leadership, évidemment, le ministère de l'Enseignement supérieur se donne un programme d'action stratégique, une vision stratégique sur le moyen terme, mais qui s'inscrivent également dans les préoccupations nationales exprimées dans les plans stratégiques du gouvernement, secteur par secteur et les secteurs ensemble. Donc, quand je disais tout à l'heure que l'université doit assumer ses rôles sociaux et sociétaux, c'est de tout ça que je veux parler. C'est de dire que il y a des défis qui sont corrélés entre eux. Quand on parle de développement durable, quand on parle de sécurité de l'alimentation, c'est comment gérer notre patrimoine, les terres, l'eau, les techniciens de l'agriculture, les stratégies de l'agronomie, les technologies de l'agriculture, etc. Donc les problèmes sont interdisciplinaires et la plus-value que peut apporter l'université dans ses approches, parce que les questions de souveraineté ne se monnaient pas, madame. Et avoir un coussin, savoir protéger ses intérêts. Un coussin de savoir-faire, d'expertise est quand même important pour le pays. Alors, tout est question de matière grise. On parlait tout à l'heure, professeur Preur, que certains pays ont réussi à se développer sans ressources naturelles, mais ont tout misé sur le savoir et la connaissance. J'insiste beaucoup sur ça. Ce que l'on ne voit pas derrière le miracle sud-coréen, c'est l'université sud-coréenne. Lorsque l'on voit la réussite des chaebols, des grands groupes industriels sud-coréens, on ne voit pas en fait tout l'effort qui a été fait par l'université sud-coréenne et les innovations de rupture qui ont été rendues possibles par la recherche universitaire. C'est-à-dire les écrans plasma,
le génie logiciel, les téléphones, hein, les smartphones, oui. La téléphonie mobile, etc. Et même dans l'automobile. La vitesse avec laquelle ils ont rattrapé leur retard technologique, ça veut dire qu'ils avaient de l'expertise qui était disponible, donc des ingénieurs, etc. Mais ils avaient aussi du concept qui était en réserve et que l'université était en mesure de produire. Oui. Nous voyons des réussites automobiles, par exemple, on ne va pas citer, mais des marques qui étaient ignorées il y a seulement 10 ans, qui aujourd'hui sont parmi les leaders. Oui. Et ça, c'est l'université. Et l'université algérienne est en mesure. J'insiste en tant que le potentiel professionnel de l'énergie pour dire que le secteur énergétique algérien est animé par des cadres qui sont sortis de l'université algérienne, qui opèrent des installations qui sont les mêmes que celles que à Hassim Saoud ou à Hasser Mel, qui sont les mêmes que ce que vous voyez à l'international. Donc l'université a montré son potentiel. Oui. Il faut qu'elle soit soutenue pour faire le bon qualitatif. Voilà. C'est ça, professeur Touil, vous me parliez tout à l'heure, vous me disiez, moi je veux être un peu optimiste parce qu'il y a un véritable potentiel au niveau des étudiants. On les a vus au niveau des stands, hein. Les idées ne manquent pas, les idées foisonnent, il y a des innovations réelles. Peut-être ce qui manque derrière, c'est, on parle toujours de ce problème financier derrière, du manque du pont qu'il y a entre le tissu industriel, mais aujourd'hui, comment est-ce que l'université algérienne peut-elle réellement participer au développement socio-économique ? Oui, d'abord à travers les formations qui sont initiées, donc peut-être intégrer le secteur économique et évaluer les besoins du secteur socio-économique. Donc il y a eu des initiatives dans ce sens récentes, notamment, je prends toujours l'exemple de mon université où on a initié donc une formation en sciences et technologie du médicament. En collaboration avec Saïdal et Biopharm, et donc une formation qui a été donc engagée pour 24 étudiants. Donc il n'y a pas eu d'une formation, donc une massification. Donc c'est facile à gérer. Je crois qu'on est un peu pris aussi par l'effectif, mais en allant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à travers mon expérience, on a quand même des étudiants. On a vu des étudiants émerger de par leur ingéniosité, de par leur façon de voir. Il faut peut-être les canaliser un peu plus, être motiver, les orienter. Je crois que l'université joue un rôle et doit jouer un rôle dans ce sens-là. Oui. On les a vus pour ne pas les perdre aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui partent. Absolument. Et c'est aussi, ça nous fait un vide, et donc il faudra les retenir probablement, peut-être. Il faut créer un environnement aussi qui leur permette de pouvoir, disons, faire fructifier leurs recherches. Oui, professeur Latrache, je vous voyais hocher la tête. Aujourd'hui, c'est un peu notre drame, hein, c'est qu'aujourd'hui, on forme des personnes compétentes, des étudiants compétents qui, malheureusement, réussissent ailleurs ou partent ailleurs parce qu'il y a cet environnement derrière. Il y a par contre quelque chose de positif qui a été fait cette fois-ci, c'est le statut du docteur. On cherche à valoriser davantage la ressource humaine. Tout à fait, madame. Je pense que la force première d'un pays, c'est d'abord sa ressource humaine. Et les pays s'arrachent des ressources humaines. Il y a de véritables stratégies dans les grands pays de la planète. Il y a de véritables stratégies pour attirer cette ressource. Pour différentes raisons, hein, parce que l'espérance de vie augmente, parce qu'il y a une raréfaction de la ressource humaine, il y a des taux de croissance démographique très faibles, et il y a des pays qui ont une motricité de développement humain, etc., et d'autres pas. Et donc, c'est une véritable chasse au trésor. Oui. Parce que quand on peut récupérer un ingénieur ou un technicien de la formation professionnelle, ou un médecin, etc., des compétences alors qu'on n'a pas payé pour la formation, c'est une aubaine. Et pour nos jeunes, comme pour tous les jeunes du monde entier, les potentiels d'attractivité des pays sont différents et ils ont tendance à, évidemment, aller là où ils ont le plus
le meilleur environnement de travail, le cadre de vie, ce qui leur permet de s'exprimer, de produire, de participer, de créer, etc. Donc nous devons développer évidemment ce potentiel d'attractivité qui permet à notre ressource humaine de rester et de produire. Et de revenir, pourquoi pas. Et de revenir, évidemment. Parce que là, maintenant, on parle de moins en moins de migration, mais de mobilité des compétences. Ben, il faudrait qu'on soit un réservoir de compétences et un potentiel attractif pour les compétences, justement. C'est la meilleure manière de garantir l'avenir du pays. Que va offrir ce nouveau statut de Le docteur? statut, vous avez évoqué, madame, le statut du doctorant. Beaucoup d'efforts ont été fournis par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour travailler, pour éviter, pour que le recrutement en tant que maître assistant à l'université ne soit pas la seule porte ouverte pour le docteur quand il soutient sa thèse. Et des négociations importantes, des efforts importants ont été faits par le ministère, par le gouvernement et les autres secteurs. Et là, maintenant, plus de 65 secteurs leur sont ouverts avec un statut de docteur valorisant les compétences. Avant, le docteur était recruté dans une entreprise de l'ingénierie comme ingénieur. Là, maintenant, il peut accéder directement en tant qu'ingénieur en chef. Oui. Pas en tant qu'ingénieur ou l'ingénieur principal. Il peut être recruté directement comme administrateur conseiller, etc., etc. Donc, il y a une véritable ouverture qui permet aux docteurs, Inch'Allah, de s'intégrer dans des postes de conseil pour tirer vers le haut les entreprises. Et, Inch'Allah, on aura peut-être une plus grande stabilité dans ces ressources. Aux entreprises de jouer le jeu également, professeur Madani. Aujourd'hui, il est important de pouvoir capter toute cette énergie, de la cadrer, comme vous le disiez tout à l'heure, et de la garder, surtout chez nous. Effectivement. D'ailleurs, vous savez, vous avez bien fait de nous inviter la veille du 19 mai. Oui. Et le 19 mai, c'est une date historique pour la jeune nation qui est notre pays. Et vous savez, le 19 mai 1956, il y avait aussi des étudiants. Et en ces temps-là, ils avaient un seul défi. Ils avaient un texte qu'on appelle d'ailleurs toujours l'appel du 1er novembre, c'est la restauration d'un État algérien social et démocrate dans le cadre des principes de l'islam. Donc ce défi a été relevé. Maintenant, aujourd'hui, nous avons discuté 3 défis que la nouvelle génération a pour devoir de relever. Ces 3 défis, c'est la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la santé du citoyen. Moi, j'ai parlé aujourd'hui de cette fameuse sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, c'est un défi purement technologique. Parce qu'il y a des défis politiques sur, par exemple, l'autosuffisance alimentaire. D'ailleurs, l'année dernière, l'organisme onusien, donc l'ONU, elle a classé l'Algérie parmi les pays qui ont un taux donc de sous-alimentation inférieur à 2,5%, c'est-à-dire nous sommes comme les pays... Nous sommes bien classés quand même par rapport à la sécurité alimentaire. Mais par contre, la sécurité alimentaire, elle a ce qu'on appelle des défis et des enjeux. Sur les défis, il y a donc des composantes de la sécurité alimentaire qui sont la disponibilité. Maintenant, si on a des oranges, il faut bien qu'ils soient encore disponibles d'ici 2030. Il y a aussi l'accessibilité. Si l'orange est disponible maintenant, il faut bien qu'elle soit accessible aux poches. Oui. Et après, il faut qu'elle soit de très bonne qualité, mais surtout aussi, si on produit beaucoup d'oranges, il ne faut pas qu'elle devienne un déchet, il faut qu'on ait d'autres moyens de l'utiliser. Et c'est ça, la sécurité alimentaire, et c'est ça qu'il nous est imposé à nous, les chercheurs maintenant, de trouver des solutions pour aborder le futur. Alors justement, avez-vous les moyens de justement mener ces recherches? Madame, vous savez, actuellement, nous avons plus que des moyens. Oui. Tout d'abord, il y a les cadres. Vous savez, la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement destiné pour le secteur de l'enseignement du supérieur et de la recherche scientifique. Il y a plusieurs secteurs qui ont donc la prérogative de travailler côté recherche sur la sécurité alimentaire. Je vais vous prendre des exemples. Alors, le ministère de l'Agriculture, il a une infrastructure qu'on appelle l'INRA.
l'INRA, l'Institut national de la recherche en agronomie, elle a des missions en sécurité alimentaire. Ils ont aussi un autre institut de recherche important qu'on appelle l'INRF. Ils ont une mission. Il y a aussi le secteur de la pêche. Ils ont un centre national qui est orienté à la ressource halieutique. Ils ont une mission en sécurité alimentaire. On sait que par contre la sécurité alimentaire a toujours été parmi les priorités des pouvoirs publics depuis l'indépendance. Aujourd'hui, on sait que c'est l'État qui est derrière, qui subventionne tout cela. Nous dépendons aussi fortement des importations, on le sait, pour le blé et le lait par exemple. Donc aujourd'hui, la solution est de pouvoir dépasser ce cap et de trouver des solutions sur le long terme. C'est vrai, mais les solutions, il faut tout d'abord les discuter et il faut connaître les états de l'art. Je vais vous prendre un exemple simple. Sur la sécurité alimentaire, il y a la composante disponibilité. Sur la composante disponibilité, il y a un enjeu qui est le changement climatique. Le changement climatique, il est mondial. Qui peut comprendre les enjeux du changement climatique si ce n'est les chercheurs de l'université? Donc, les chercheurs de l'université, ils ont un rôle à jouer sur la production de la connaissance et l'acquisition de la connaissance. Et au jour d'aujourd'hui, il y a quand même sur les changements climatiques une bonne production nationale, c'est-à-dire nous connaissons déjà ce qui va se passer avec des modèles selon les erreurs, mais nous connaissons la tendance. Tout le monde est d'accord que la ressource en eau est en train de baisser et que la température est en train d'augmenter. Qui a fait ça? C'est le chercheur de l'université algérienne. Oui, merci. Professeur Touil, on l'a vu pendant cette pandémie. Je crois que ça a été une expérience où on peut en tirer du positif, même s'il y a eu beaucoup de malheurs derrière. Mais on a vu des chercheurs émerger chez nous, créer des prototypes, créer des projets extraordinaires, mais qui n'ont pas réussi à breveter, à trouver preneur. C'est là que le chercheur est peut-être bloqué, où il n'arrive pas à s'épanouir. Oui, probablement. Oui, je pense que le Covid, ou la Covid du moins 19, a été une occasion pour beaucoup d'équipes de recherche, notamment nationales, d'émerger. Et je parlerai encore une fois de la biologie qui a montré donc son rôle incontestable, notamment par rapport au diagnostic moléculaire, où les biologistes doivent, je pense, apparaissent nécessaires, en tout cas, notamment dans la réflexion d'une stratégie de mise au point d'un diagnostic et même d'une stratégie thérapeutique avec les cliniciens. Ils doivent opérer avec les cliniciens pour trouver donc des solutions. On l'a vu à travers la Covid-19 avec donc les RT-PCR donc qui ont fait l'objet l'acquisition du matériel, la mutualisation de cet équipement, mais également la maîtrise des techniques de biologie moléculaire par les biologistes qui ont fait quand même qu'il y a eu aussi des résultats probants et une aide incommensurable par rapport aux cliniciens, notamment dans les orientations. Vous parliez tout à l'heure des projets que vous meniez avec les étudiants. Vous avez parlé d'un terme aujourd'hui qui est nécessaire de reprendre dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est la massification. Aujourd'hui, puisqu'on dit que l'université doit prendre un nouveau cap et s'inscrire dans ces défis énergétiques, sécurité alimentaire, aujourd'hui, il s'agit de cibler nos besoins, de ne plus former pour former, de ne plus former. On a toujours ce problème de quantité et de manque parfois de qualité. Je crois que vous avez touché une question cruciale. Je pense que les responsables des universités sont très avisés dans ce sens-là. À mon avis, à mon humble avis, je pense qu'on ne peut pas aller contre le nombre. Oui. Mais à mon humble avis, je pense qu'il faudrait peut-être repenser et donner, par exemple, au système LMD, à la licence, lui donner sa valeur. Comme on le fait ailleurs, dans le système anglo-saxon, on travaille avec des bachelors, et donc peut-être repenser à revoir certains programmes et donner beaucoup plus de pratique, et à partir de la licence, donner l'opportunité aux diplômés de pouvoir aller travailler vers le secteur. Je crois qu'il va falloir, on va être obligé de réfléchir comme ça, de cette manière-là, et par rapport au master, donc d'être dans la sélection par spécialité
on va être obligé de le faire comme plus rigoureuse également. Hein. Aujourd'hui, on cherche à atteindre l'excellence. Il y a des pôles d'excellence que nous cherchons à former. Professeur Preur, vous êtes qui êtes dans la transition énergétique. Vous me parliez tout à l'heure de... Alors, les experts énergétiques ont chacun leur domaine de prédilection. Chacun essaie de défendre un petit peu ce qu'il pense être l'avenir. Alors, vous êtes pour le nucléaire. Vous parlez du nucléaire. Vous me disiez, il faut aussi penser à cela, former dans ce domaine. On parle de ce cap que l'université doit prendre, de s'orienter vers les secteurs stratégiques. On doit aujourd'hui penser quantité plus qu'autre chose, qualité, voilà, pardon, plus qu'autre chose. Alors, je vous répondrai sur le nucléaire, aucun souci à cela, mais je souhaiterais insister sur une chose. C'est qu'aujourd'hui, la puissance des nations, la puissance des États, repose sur le pouvoir innovant de leurs entreprises, lequel repose sur l'excellence de leurs universités qui sont aux standards internationaux. Il y a une dématérialisation de la croissance. Et ça, c'est un énergéticien qui vous le dit. Au XXe siècle, c'était la Standard Oil of New Jersey, c'était Rockefeller qui incarnait la puissance des États-Unis. Aujourd'hui, ce sont les GAFAM. Hein? Donc, l'intelligence est aujourd'hui la richesse, et c'est une richesse qui est renouvelable. Et l'intelligence, ce sont les professeurs, ce sont les universités qui produisent cette intelligence et qui permettent d'élever le niveau qualitatif c'est une source inépuisable. Produit. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire, il s'agit d'accéder aux segments les plus intenses en technologie, des chaînes de valeur globales. Il ne s'agit pas de fabriquer, on ne fabriquait pas, il faut appeler un chat, une Renault Symbole. Il s'agit d'aller dans pour revenir vers l'énergie, les moteurs électriques, les moteurs hybrides, les systèmes électroniques embarqués, etc. Donc, monter dans les segments nobles des chaînes de valeur. Maintenant, pour ce qui concerne le nucléaire, question essentielle. Moi, lorsque je réfléchis sur l'avenir énergétique de l'Algérie, d'abord, je place le curseur sur un taux de croissance de l'économie nationale de 10% en étant modeste, réaliste. J'en parlais tout à l'heure avec monsieur le professeur, monsieur le recteur. 10% en étant... parce qu'on on devrait dire 14%. Beaucoup plus, oui. Hein? Et avec quelle énergie pouvons-nous soutenir un tel taux de croissance? Et je dis, nous devons nous préparer à rentrer dans le nucléaire. Les énergies renouvelables, certes, nous avons un ensoleillement exceptionnel, 3500 heures d'ensoleillement sur 86% du territoire national. Il ne faudrait pas d'abord commencer par les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables, mais nous investir, mais le nucléaire, on y rentre avec ses universités, et non pas en important des réacteurs nucléaires qui vont être ensuite ne plus dépendre encore de l'extérieur. Par des techniciens étrangers. Donc, c'est tout un processus qui va faire en sorte que nous serions présents dans des réacteurs de petite à moyenne capacité, 300 à 500 MW, couplés avec des usines de dessalement d'eau de mer ou de traitement des eaux usées. Hein, et donc, rentrer dans la filière, tout le cycle du combustible, bon, l'enrichissement étant interdit et le traitement des déchets, mais au moins la concentration du minerai et le passage en réacteur. Et c'est un challenge pour notre université, et c'est un challenge vital pour l'Algérie. Je terminerai sur ceci. Nous avons un territoire, l'Algérie c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. L'avenir de l'Algérie sera garanti en tant que nation lorsque nous aurons des voies ferrées électrifiées, Alger-Taman Rasset, Alger-Djanet, Alger-Adrar, Djanet-Adrar, etc. Lorsque nous aurons des mégapoles aux quatre coins de l'Algérie, et tout ça, ça consomme de l'énergie.
C'est-à-dire que les 16 000 mégawatts qui ont été notre record en juillet, qui ont donné des boutons à nos collègues de la Sonelgaz, il faudra les multiplier par 3 ou 4 même pour pouvoir soutenir cette croissance. Et ça, c'est un challenge pour nos universités d'abord. Est-ce qu'il faut aujourd'hui repenser l'université algérienne dans son organisation, dans sa restructuration, sur les plans administratifs, académiques, scientifiques? Est-ce qu'il faut aller vers ça aujourd'hui? L'université se repense continuellement. L'université algérienne a une histoire courte encore. En 1971, l'université algérienne a abandonné le système facultaire, n'est-ce pas, pour aller vers des instituts, parce que on avait dit qu'on n'a pas besoin d'un savoir académique, mais former des compétences pour prendre en charge le développement naissant du pays. Oui. Elle a couplé les deux, elle a fait un mix pour dire on ne doit pas prendre un retard sur le pouvoir, sur le savoir académique, etc. Avec le LMD, il y a eu des commissions nationales qui ont réfléchi, qui ont pensé et qui ont dit qu'il faut restructurer, qu'il faut repenser l'université dans son système de formation, la rendre plus visible, l'ouvrir vers l'avenir, etc. L'université, comme tous les systèmes, doivent rester dynamiques et s'accrocher aux nécessités du changement. Accompagner le changement, et sinon elle perd son sens. L'université est un organe qui a été voté par le peuple dans son parlement, dans ses lois, pour dire que l'université prend en charge le système, la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et le développement technologique. Comme ces choses-là évoluent, vous parlez de massification, mais la demande sociale en enseignement supérieur se développe dans tous les pays du monde. Et l'université doit se donner les moyens pour faire face à cette massification par les moyens de maintenant et du futur. Quels outils nous permettent de faire face à une augmentation des effectifs avec peut-être moins de moyens ou on ne va pas doubler les moyens de l'université. Comment faire plus avec moins? C'est des questions qui sont essentielles pour tout le pays. Donc repenser l'université, la repenser continuellement pour la mettre en adéquation avec les mutations de la société, de la technologie, des savoirs, etc. Vous disiez l'université doit rester dynamique. Est-ce que nos universités sont dynamiques? Quel est le rapport dans la recherche appliquée? Aujourd'hui, on sait que le budget alloué à la recherche scientifique est très faible par rapport au PIB, les de 0,2%. Je pense, vous me corrigerez si le chiffre n'est pas correct. Vous savez, madame, l'université, le leitmotiv de l'université maintenant, c'est former utile et pratiquer une recherche utile. Il faut d'abord cibler ses besoins et les connaître. Il faut cibler. Quand on parle de projets de recherche nationaux, c'est des projets qui sont arrimés à des préoccupations nationales, à des priorités nationales. Quand on parle de projets à projection socio-économique, c'est des projets qui sont supportés, qui sont gérés visant des objectifs du secteur socio-économique, etc., etc. Il y a de multiples formules qui nous rassurent et qui disent que nous sommes en train d'encourager l'ouverture de l'université sur le monde socio-économique et les partenaires socio-économiques. Comme tout à l'heure, madame, vous disiez que l'université algérienne s'ouvre sur une multitude de projets internationaux, que nous avons le potentiel de la concurrence et de la visibilité. Nous avons des chercheurs qui sont primés. Il faut leur offrir justement, comme je le disais tout à l'heure, plus de mobilité au niveau national et international. Nous avons des chercheurs qui sont cités parce que la qualité des publications, ce n'est pas seulement le rang A, c'est aussi le nombre de citations. Quand vous avez un chercheur qui est cité plus de 60 000 fois dans le monde. Mais ça reste très faible quand même par rapport à tout le potentiel humain que nous avons chez nous. Ça reste faible. C'est pour cela que je dis que des rencontres comme celle de cette semaine visent à
mettre de l'émulation et de dire que oui, nous pouvons aller de l'avant et nous pouvons développer le... Donc, mais l'objectif d'une université utile à son environnement est une préoccupation extrêmement importante. On parle beaucoup d'atteinte d'objectifs. Aujourd'hui, nous devons atteindre nos objectifs pour former selon les besoins, mais pas forcément ciblés. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de résultats. Nous avons l'obligation de résultats, madame. En matière de formation, nous voudrions développer des observatoires d'employabilité. Est-ce que le produit de la formation trouve preneur ou pas? Oui. Par exemple, oui, comme ça se passe partout dans le monde, l'université doit produire du savoir utile à la société. Il y a aussi beaucoup qui remettent en cause un peu le mode de gestion et de par le monde des universités. Certaines optent pour l'autonomie des universités, ce qui ouvre peut-être plus de champs libres aux chercheurs. Cela pourrait être une solution? Autonomie, ça veut dire autonomie financière. Oui. Et pour pouvoir avoir l'autonomie financière, il faut tout d'abord produire l'argent. Jusqu'à maintenant, le 100% presque du financement, c'est un financement étatique. Oui. Donc, quel est l'apport de la production scientifique chez nous? Vous savez, la production scientifique actuellement, c'est une production scientifique, l'essentiel à 90%, c'est pour produire un doctorat. Donc ce n'est pas pour aider une entreprise, mais par contre, via ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire les choses ont tellement évolué, vous avez dit tout à l'heure, souvent, la massification. Vous savez, on n'a pas encore atteint la massification optimale parce que ce pays a besoin plus de 2 millions d'étudiants. On en a besoin à peu près 3, voire 4 millions d'étudiants. Donc on n'est pas vraiment à la massification. C'est une mauvaise gestion du potentiel humain. Je ne peux pas vous dire si c'est une mauvaise gestion. L'essentiel, c'est que les résultats sont là. C'est que nous sommes en train de produire une science de qualité. Avec la science de qualité, nous commençons à voir le potentiel humain de qualité. Avec le potentiel humain de qualité, on peut faire des études de qualité et de l'expertise de qualité. Donc on est en train d'évoluer naturellement. Alors vous dites, je ne remets pas du tout en cause le niveau de nos chercheurs, au contraire. Nous avons des chercheurs, je l'ai vu aujourd'hui, même des jeunes étudiants très motivés, mais nous n'arrivons pas à voir ce résultat réellement au service du développement socio-économique. Est-ce que ce manque de participation de nos entreprises les freine aussi? Je vais vous donner un exemple. C'est un manque de confiance? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les entreprises ne jouent pas le jeu derrière? Ils jouent le jeu. Vous savez, l'essentiel de nos stages, en tous les cas en agroalimentaire, se font en milieu entreprise. Donc les entreprises jouent le jeu. Ils reçoivent presque tous nos étudiants. Je vais vous donner un exemple. Il y a une trentaine d'années, il y avait un fruit que tout le monde regardait quand il traverse les rues, qu'on appelle le cactus. Il le regardait comme ça, c'est un fruit anodin. Sur les 10 dernières années, en tous les cas depuis 2019, ça devient une filière agricole d'intérêt stratégique. Vous voyez, madame, qui a fait ce travail? Ce sont les universitaires. Ils ont pu convaincre, en tous les cas, le secteur de l'agriculture, les gens de la recherche, pour pouvoir financer tout un travail. Et ce travail a fait de telle sorte que maintenant, il y a toute une industrie qui s'est installée sur le cactus. Il y a 2 régions importantes de ce pays, donc Tébessa et Tamanrasset, qui ont planté presque 80 000 hectares de cactus. Donc vous voyez, on est en train d'évoluer à notre rythme. Alors vous le disiez, nous n'avons peut-être pas formé suffisamment alors qu'on parle de massification. Nous avons une moyenne de 750 chercheurs pour 1 million d'habitants, tandis que la moyenne mondiale est de 1500 chercheurs par 1 million d'habitants. Donc nous sommes encore loin des objectifs que nous devons atteindre. Professeur Touil, est-ce que nous devons aller aussi vers cette autonomie d'université où il faut d'abord commencer, comme le disait professeur Madani, par produire d'abord? Oui, je rejoins l'avis du professeur Madani. Oui, il va falloir donc produire des résultats qui vont être utilisés par le secteur économique, je pense, socio-économique. En tout cas, dans le domaine de la santé, il y a aussi donc l'histoire, enfin le nouveau concept du PNR. On va voir les résultats dans quelques années. Ça a été quand même une initiative assez intelligente de la part de la DGRSZT parce que mettre en collaboration les académiciens avec le secteur socio-économique pourrait aboutir à des résultats
déjà à une consécration de résultats. Je crois qu'il va falloir attendre. On est en train d'évoluer doucement. On est quand même jeune dans la recherche, hein, il faut le dire, hein, notamment dans la gestion aussi de la recherche. Hein. La DGRSDT est née dans les années... en 2006, donc il va falloir attendre, transmettre aussi les messages constructifs à nos jeunes pour qu'ils puissent aller dans le chemin de la recherche, de la vraie recherche, et sans occulter aussi l'académique, parce que je dis que l'académique reste quand même une logistique, hein. C'est quand même un support indéniable pour pouvoir aller vers l'appliqué. Il faut passer par l'académique. Il y a une dichotomie extraordinaire. Donc on voit une progression de la recherche scientifique au niveau des universitaires, professeurs-preurs, mais il n'y a pas de progression de chercheurs au niveau des entreprises. Alors, j'écoutais les honorables... Très optimiste d'ailleurs, en tout cas sur la question de la recherche scientifique. J'ai visité l'université d'Aberdeen en Écosse. Et c'est une vieille université écossaise avec ses habitudes, etc. Et j'ai été impressionné parce que l'université d'Aberdeen est classée number one dans l'oil and gas aujourd'hui. Elle a été tirée par le développement pétrolier de la mer du Nord, avec la formation donc, de techniciens, d'ingénieurs, etc., mais aussi avec la recherche. Alors, je vois dans mon métier, aujourd'hui, le gaz naturel liquéfié, le GNL, est en train d'exploser le commerce international du gaz. Oui. Il était à 22%, il est maintenant à 40 et quelques pourcents. Et nous avions des collègues qui savent tout sur le GNL. C'est refroidir le gaz à moins 162 degrés pour diminuer son volume de 600 fois, la cryogénie. Et aujourd'hui, les installations de GNL qatari sont opérées majoritairement par des ingénieurs algériens. Et le problème, c'est que ces ingénieurs n'ont pas eu la chance d'avoir aussi une carrière universitaire. Dans notre métier, dans l'énergie, vous avez une très grande proximité entre la recherche et l'activité opérationnelle. Un docteur en géologie qui travaille sur c'est un opérationnel, mais en fait, il fait de la recherche. Oui. Et il est à Hassim Saoud ou là il est à Hassermel, il aurait bien aimé avoir aussi une carrière universitaire. Et des étudiants de Hassermel, de la Rouat ou de Ouergla ou d'Adrar auraient eu une chance immense de pouvoir avoir comme enseignant un ingénieur ou un docteur ou des étudiants d'Oran ou de Skikda ou même de Sétif auraient été très heureux d'avoir comme enseignants des ingénieurs qui ont rencontré des problèmes opérationnels, qui ont résolu des problèmes opérationnels. C'est-à-dire pour répondre à votre question, et faute de cela, nous sommes obligés de recourir à l'assistance technique étrangère. Parce que le processus n'a pas été engagé. Et je terminerai sur une chose, madame. Le problème, c'est qu'il y a une démographie pour l'industrie algérienne et l'industrie pétrolière particulièrement. Ceux qui ont construit l'industrie pétrolière sont partis à la retraite. Et ceux qui sont venus les remplacer, il n'y a pas eu de système de knowledge management pour transmettre l'expérience. Et les universités algériennes sont restées en marge. Elles auraient pu aussi bénéficier de ressources financières. C'est-à-dire que la solution est là. Oui. La solution est là. Il suffit de construire des articulations organiques entre l'université et l'industrie, que ce soit pour ce qui ici à Sétif, Borj-Bouariri, c'est un peu une des capitales de l'électronique pour ce qui est de l'Algérie.
Et normalement, nous devrions avoir des processus innovants, ne serait-ce qu'en gestation, mais qui demain produiraient des innovations de rupture. Oui. Voilà. Alors on parlait au début de cette émission, de cette première, c'est ce classement des universités algériennes au niveau national. Donc les 5 premières universités seront annoncées samedi prochain en présence du ministre de l'Enseignement supérieur. On parlait de ce manque de visibilité, c'est peut-être aussi ce qui fait un peu peur aux entreprises. On a toujours besoin de savoir que telle et telle est classée parmi les premières. On cherche à classer d'ici 2024 nos universités parmi les 1000 premières. Ça pourrait offrir plus de visibilité, plus de confiance peut-être pour le tissu économique qui viendrait financer davantage de projets, de se savoir qu'il y a un potentiel derrière reconnu à l'échelle nationale et internationale. Certainement. Vous posez bien le problème. Tout à l'heure, tout à fait au début de l'émission, vous avez parlé peut-être d'un contrat de confiance entre les partenaires économiques et l'université, parce qu'il s'agit de donner confiance à son partenaire. Tout à l'heure, vous avez insisté également sur les promenades dans les couloirs, dans les stands des établissements, des clubs scientifiques des étudiants. Et il y a réellement des projets alléchants dans les universités du sud, du nord du pays, etc., où on se dit que si j'avais de l'argent, j'aurais investi sur ce produit. Parce que je sais qu'il est rentable et qu'il va faire gagner de l'argent. Donc comment trouver des investisseurs à partir des idées innovantes du produit de la recherche des universités? Donc c'est un contrat de confiance. Il faut pouvoir vendre, il faut pouvoir convaincre. Le classement... Ils ont besoin d'être aussi rassurés pour financer et investir. Je vous demanderai juste de faire un peu vite, il nous reste moins d'1 minute pour clore l'émission. Vous savez, madame, la visibilité de l'Algérie, du cadre de vie en Algérie, des universités algériennes, du tourisme algérien, des potentialités fantastiques que nous avons en Algérie, doit être valorisée, augmentée. Doit être augmentée. Oui. Parce que nous ne sommes pas suffisamment visibles. Absolument. Nous avons des potentialités énormes et nous devons donner confiance aux autres. Notre pays, notre gouvernement veut gagner le challenge de placer plusieurs universités dans le top 1000, plus de 20 universités dans le top 1000 mondial, d'ici 2024. et 5 dans le top 500. Maintenant, nous avons quelques universités qui frôlent avec le top 500. Nous avons dans cette université, la nôtre de Sétif, par exemple, qui est entre les 500 et les 600 premiers dans le monde. Nous, parmi les Young Universities, les jeunes universités de moins de 50 ans, nous sommes dans le top 200. Nous sommes dans entre 130 et 140 premières universités dans le monde. Et on peut améliorer ce score. Et nous pouvons améliorer parce que lorsque nous mettons ce système de classement, et c'est mis pour la première fois, il est basé sur des indicateurs qui sont internationaux. Oui. C'est ce qui crée ce climat de confiance. Et les indicateurs permettent à chaque établissement de mesurer ses points de force, ses points de faiblesse, ses fragilités, comment améliorer son indice de visibilité internationale. Merci. Il nous restera, je ne sais pas si j'ai encore le temps de vous donner un mot de fin en 30 secondes, s'il vous plaît, pour clore cette émission. On fera le tour des 3 secteurs stratégiques qui sont représentés aujourd'hui. Donc, la sécurité alimentaire, c'est de la technologie. La sécurité alimentaire, donc c'est de la technologie. La technologie, c'est plusieurs secteurs. Et la recherche scientifique, c'est l'enseignement du supérieur. Donc nous avons une mission, c'est la formation par la recherche, mais aussi production des connaissances, acquisition des connaissances et transmission des connaissances. Il faut qu'on arrive à faire émerger aujourd'hui une économie basée sur le savoir, la connaissance. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je dirais un mot, il va falloir aussi peut-être mutualiser les moyens. Oui. Parce que si on fait un état des lieux,
on trouvera des choses notamment et on pourra rentabiliser quelques équipements qui sont un petit peu dormants, je dirais. Il va falloir penser à mutualiser les moyens qui sont disponibles chez nous en tout cas. Merci, professeur Preur, pour clore. Ce que je voulais dire, c'est que l'université doit s'emparer des grandes questions stratégiques. Et aujourd'hui, le débat sur la sécurité énergétique de l'Algérie était un débat qui nous remplissait d'espoir, parce qu'il y avait des étudiants, il y avait des professeurs, il y avait des experts. Et je crois que l'université doit continuer à réfléchir à ces questions stratégiques. Elle ne doit pas être inhibée. Elle doit produire du sens. Et puis ne pas être en déphasage avec l'actualité. Hein. Aujourd'hui, il s'agit de la mettre au cœur. Elle doit s'imposer de toute décision. Et être au cœur et donc produire des événements. Du sens, produire du concept et sur les questions fondamentales. Et ça, c'est très important. Merci messieurs. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être, professeur Latrèche? Non, sauf à vous remercier, nos experts, nos penseurs, nos professeurs qui sont venus enrichir le débat. Beaucoup de jeunes, tout à l'heure quand on parlait, mon ami Khoudil était avec nous, il y avait des jeunes, et on leur expliquait que les débats engagent l'avenir, que dans 20 ans, la plupart d'entre nous ne seront pas avec eux, que les questions, c'est eux qui doivent les prendre en charge maintenant, c'est tous les défis de l'avenir. Je remercie tous ceux qui sont venus enrichir le débat, ouvrir les perspectives vers l'avenir et rassurer notre population, notre jeune population, et participer aux grandes questions stratégiques du monde. Parce qu'il s'agit de ça. Dans 50 ans, que sera le monde? Nous devons produire, comme le disait le professeur... On parle déjà de 2030. Nous devons produire des concepts, nous devons savoir où va la machine. Oui. Très bien, merci. C'est sur cela que nous clôturons donc cette émission. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir participé à notre débat. Je tiens à vous remercier pour votre accueil, professeur Latrèche, ici au sein de votre université. Je remercie également toute l'équipe technique du Car Vidéo Mobile de Constantine qui est derrière toute cette émission. Je remercie également Nawal Abeda, notre directrice adjointe chargée de l'information au niveau de Canal Algérie, qui a préparé aussi cette émission. Abdelrahman Hammal, notre régisseur général. J'espère n'avoir oublié personne, j'en oublie certainement. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.